Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pédago sur la pédagogie, sur l'éducation nationale. Non pas sur les fins de l'éducation nationale, non pas sur le but qui est poursuivi, mais sur les moyens, donc avec beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Pourquoi je fais ça? Je fais ça d'abord parce que sous Emmanuel Macron, c'est une suppression d'écoles par jour. Dans le second degré, c'est 8000 profs qui ont été supprimés, c'est-à-dire l'équivalent de 200 collèges. Et en plus les annonces de Bruno Le Maire sur les 10 milliards qui va aller gratter, il y en aura 700 millions sur l'éducation nationale, c'est l'équivalent de 20 000 profs à peu près. C'est-à-dire 200 profs par département. Je raisonne toujours en département parce que je pense à mon département, la Saône, et ça m'aide à mieux visualiser. Pendant les manifestations, pendant les mobilisations, je me suis rendu compte que autant du côté des parents d'élèves que parfois des enseignants et jusqu'à il arrive les syndicats, il y avait des données qui étaient cruciales et qui pourtant étaient méconnues à la fois par les parents d'élèves, mais aussi par les enseignants et parfois même par les syndicalistes. Et donc, simplement ces chiffres-là que mon équipe a rassemblés, qui m'ont été fournis par des experts, qui ont été vérifiés, je voudrais les partager aujourd'hui avec vous. Je vous fais le résumé, si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Deux choses à retenir. 1. L'éducation est moins financée qu'il y a 30 ans. 2. L'éducation est moins financée en France que dans les pays qui nous entourent, que dans les pays d'Europe de l'Ouest. Le premier graphique qui est un graphique clé, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis le milieu des années 90, la part des dépenses d'éducation dans le PIB a diminué. Alors vous allez dire, c'est pas une dépense énorme, les petites barres rouges, elles baissent, mais c'est pas tant que ça. Ça représente 1 point de PIB. 1 point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. Donc c'est comme si tous les ans, si jamais on était resté comme au milieu des années 90, c'est comme s'il y avait 25 milliards d'euros en plus tous les ans pour l'éducation. Ça représente 600 000 postes de profs. 600 000 postes de profs, je ne sais pas si tu te rends compte, ça veut dire 6 000 postes de profs en plus pour mon département, la Somme, et pareil, grosso modo, dans le vote. Une chose à ajouter, c'est que les dépenses de l'État, à l'intérieur des dépenses d'éducation, elles diminuent. Non seulement la part du PIB consacrée à l'éducation diminue, mais la part de l'État à l'intérieur de ça diminue également, puisqu'on est passé de 64% à 57%, et c'est pour l'essentiel les collectivités locales, mais aussi un peu les entreprises, qui ont pris le relais et ont davantage financé. Si on prend l'enseignement supérieur, qui est sans doute l'endroit le plus meurtri par cette baisse du PIB consacré à l'éducation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a un nombre d'étudiants qui n'a cessé d'augmenter. On a une base 100 il y a 15 ans. Le nombre d'étudiants fréquentant l'enseignement supérieur a augmenté de près de 30%. Le budget de l'enseignement supérieur a augmenté de 5%. Ça donne quoi? Ça donne une baisse réelle de 20% par étudiant. Avec, par exemple, c'est les recrutements de maîtres de conf qui sont passés de 2000 recrutements par an à 900 recrutements, donc ça a diminué de moitié, et l'OCDE qui nous dit que les dépenses par étudiant ont augmenté de 8% dans les pays de l'OCDE, tandis que dans le même temps, elles ont baissé de 5% en France. Donc il est très clair qu'on a un sous-investissement là, dans l'enseignement supérieur, un sous-investissement sur les étudiants. Ce sous-investissement sur l'éducation, on le voit quand on établit des comparaisons internationales. Là, on a la place de la France comparée aux autres pays de l'Union européenne. On a les dépenses par élève au sein de l'Union européenne. En tête, on a le Luxembourg, on a le Danemark, on a l'Allemagne, on a la Suède, on a la Belgique. On voit qu'on a l'Europe de l'Ouest, la barre verte, qui est assez haute. Et la France, elle est où? Eh bien, la France, elle est même sous la moyenne de l'Union européenne à 25, c'est-à-dire en intégrant tous les pays de l'Est, la Pologne, la Slovaquie, la Lettonie, la Lituanie, etc., etc. Donc, on est complètement décroché en termes de dépenses par élève, là, dans l'élémentaire, dans le premier degré, entre le CP et le CM2, par rapport aux autres pays équivalents de l'Europe de l'Ouest. C'est pas seulement pour l'école, c'est la même chose au collège. On le voit, on a de nouveau le Luxembourg qui est en tête, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique. Là, on a une moyenne de l'Europe de l'Ouest, la barre verte toujours, et la France qui est très très largement en dessous pour les dépenses par élève. Ça a quelles conséquences? S'il y a un graphique que j'aimerais bien qu'on retienne, s'il y a une donnée qui, quand je suis allé devant les écoles et devant les collèges, a marqué les esprits, c'est celle-ci, c'est quoi? La France est le recordman d'Europe pour le nombre d'élèves par classe. On est médaille d'or. Déjà avant les Jeux Olympiques, c'est nous qui avons le plus d'élèves par classe. On le voit là. Les points rouges, c'est en école primaire. Les points verts, c'est au collège. Mais dans les deux cas, c'est nous qui sommes en tête. On est
devant la Hongrie qui est médaille d'argent, on est devant l'Espagne qui est médaille de bronze, ensuite on a l'Allemagne, le Portugal, la Suède, la République tchèque, et on voit qu'on est très largement au-dessus, à la fois pour le collège et pour l'école primaire. On est très largement au-dessus de l'Union européenne, puisqu'on est à 22 élèves par classe à l'école primaire, tandis qu'en moyenne, dans l'Union européenne, c'est 19 élèves par classe. On est à 25 élèves par classe au collège, alors que c'est 20 élèves par classe dans la moyenne de l'Union européenne. Donc 3 élèves de plus que la moyenne de l'Union européenne pour l'école primaire, 5 élèves de plus pour le collège. La ministre très temporaire de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, avait dit que c'était une émulation quand il y avait autant d'élèves par classe, que s'il y avait moins d'élèves par classe, il y aurait moins d'émulation et que ça, tous les enseignants le savaient. Bon, moi, tous les enseignants que je croise, ils savent combien c'est dur de tenir une classe où il y a 20 élèves au primaire et où il y a 25 élèves au collège. Et moi qui en ai 2 déjà, pour faire un effort à ces enfants, pour les faire se concentrer dans la durée, on sait que c'est déjà bien difficile. Quand on a une classe avec 20-25 gamins en face de soi, que dedans, il y en a qui souffrent de troubles de l'attention, qu'il y en a qui sont hyperactifs, qu'il y a des dyslexiques au milieu de tout ça, et qu'il faut s'occuper de 20 gamins comme ça, de 25 gamins au collège, on voit très bien comment ça peut devenir, sinon l'enfer, du moins très compliqué. Et sans vouloir empiéter ni sur la vidéo que je ferai plus tard, sur les finalités de l'école, ni sur un discours un peu réac, mais il est évident que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'il y a 20 ans, que l'école est quelque part un îlot de résistance avec à l'extérieur une société, avec le culte de l'image, avec la publicité, avec le culte du présent, qui fait qu'on a des ruptures d'attention, on n'arrive plus à se concentrer dans la durée, et que du coup, on pourrait faciliter la tâche aux enseignants en leur donnant moins de gamins en phase 2. Une chose que je voudrais que vous reteniez, parce que c'est un argument qui marche, ça marche auprès des parents d'élèves, ça marche évidemment auprès des enseignants, c'est de dire la France est le pays recordman, médaille d'or, pour le nombre d'élèves par classe, autant en école primaire qu'au collège. La première conséquence du sous-investissement dans l'éducation, ce sont les classes surchargées. Deuxième conséquence, ce sont des profs sous-payés. Quand on regarde les comparaisons internationales, toujours, reprenons nos comparaisons internationales, quand on les regarde, qu'est-ce qu'on voit? Là, le tableau, c'est le salaire horaire d'un enseignant après 15 années d'ancienneté. Le pays qui paye le mieux, c'est l'Allemagne. Le deuxième, c'est la Belgique. Le troisième, on le voit, ce sont les Pays-Bas. Le quatrième, l'Autriche. Cinquième, la Finlande. Bon, bref. Le dernier de tout ce tableau-là, c'est la France, avec 44 $ de l'heure dans le primaire, 60 $ de l'heure dans le collège et le lycée. Et donc, on est en dessous, très en dessous, de la moyenne de l'Union européenne à 22, c'est-à-dire en y incluant tous les pays de l'Est. On ne peut pas dire que c'est parce que les profs travaillent pas assez, c'est quand même le refrain, les profs travaillent pas assez, ils ont des vacances. D'une part, ce tableau, c'est le salaire horaire, et d'autre part, quand on fait toujours nos comparaisons internationales, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le temps de travail des enseignants en France est très largement supérieur à la fois au primaire et au collège, comparé à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, on est largement au-dessus. Puisqu'on y est, allons-y sur les vacances aussi, les vacances des profs. Vous avez une comparaison européenne. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, on fait partie des pays qui, l'été, ont moins de 8 semaines de vacances, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose aux Pays-Bas, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose au Danemark, et que dans plein de pays de l'Union européenne, notamment les pays de l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, mais aussi les pays de l'Est, on a plus de 8 semaines de vacances l'été, voire plus de 10 semaines, voire plus de 12 semaines de vacances l'été, comme en Italie. Ou en Irlande, par exemple. Je ne sais pas s'il faut prendre exemple et réclamer 4 semaines de congés en plus pendant l'été, mais on les a en Italie et en Irlande. La conséquence de tout ça, à la fois de classes surchargées, donc des conditions de travail difficiles, et en même temps d'une sous-paye, eh bien c'est quoi? C'est un sentiment de découragement. Et là, toujours, quand on fait une comparaison internationale et qu'on demande aux enseignants, je pense que mon métier est valorisé par la société, on voit que la France est l'un des pires pays pour ça. On a seulement qui fait pire, où les enseignants se sentent moins valorisés qu'en France, on n'a que la Slovaquie et la Slovénie. Tous les autres pays de l'Union européenne sont largement au-dessus de la France. Je donne cette statistique. Oui, c'est la journée des statistiques, c'est la vidéo des statistiques, c'est pour vous armer dans les discussions sur l'éducation, pour vous armer dans les débats, pour vous armer quand vous serez en mobilisation, en manifestation. Ça conduit évidemment à une crise des vocations.
Je donne un chiffre. En 1997, donc c'est-à-dire quand possiblement je devenais enseignant puisque j'étais à la fac. En fac de lettres, il n'y a pas grand-chose à faire à la sortie d'autre que enseignant. Il y avait à l'époque 16 candidats pour un poste d'enseignant. Aujourd'hui, il y a 6 candidats pour un poste d'enseignant. Donc ça a nettement diminué. À tel point que, par exemple, en mathématiques, on a 800 admissibles. Les admissibles, c'est ceux qui ont passé l'écrit, le reste, l'oral a passé. On a 800 admissibles pour 1000 postes. C'est-à-dire qu'il y a plus de postes que d'admissibles. Et c'est la même chose, de manière un peu moins prononcée, mais quand même en lettres, qui était ma matière, où maintenant on a 720 admissibles pour 750 postes. Et on le voit aussi avec ce graphique qui montre la hausse des démissions de l'enseignement, puisqu'il y a eu une multiplication par 5 durant la dernière décennie du nombre de profs, d'enseignants qui décident de quitter l'éducation nationale. C'est le gavage de chiffres, mais c'est normal. C'est la vidéo pédago qui veut ça. On est sérieux, on cause de chiffres, c'est comme ça. Quand on dit qu'il y a un découragement, qu'il y a une crise des vocations, que l'éducation nationale va mal, c'est d'autant plus vrai dans certains endroits. Si on prend le 93, si on prend la Seine-Saint-Denis, il y a un rapport qui est paru qui nous dit que 56% des enseignants, c'est-à-dire plus de la moitié des enseignants, ont moins de 5 années d'ancienneté. Ça veut dire qu'ils sont tout neufs dans le métier. C'est les jeunes, c'est les inexpérimentés qui sont envoyés dans les collèges REP, REP+, de Seine-Saint-Denis. Avec, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un taux d'absentéisme qui est supérieur au non-REP de Seine-Saint-Denis, qui est supérieur à l'Académie de Créteil en général et qui est supérieur à la moyenne nationale. On envoie les enseignants là au casse-pipe et ils partent, soit en quittant l'éducation nationale, soit en partant dans un autre département le plus vite possible. On a par exemple 63 collèges dits P4, c'est-à-dire où la personne la plus ancienne dans le collège, c'est l'élève de 3e. Il n'y a pas un enseignant qui est resté plus de 4 ans à l'intérieur de ce collège-là, et ça c'est vrai pour 63 collèges de Seine-Saint-Denis. Et avec aussi, du coup, comme il faut quand même recruter des enseignants pour le 93, une baisse de niveau des enseignants, puisqu'on recrute des professeurs des écoles jusqu'à des notes de 4 sur 20, alors que dans l'Académie de Rennes, par exemple, on recrute jusqu'à 12 sur 20. Tout ça signifie que non seulement pour l'éducation, on donne moins en France qu'il y a 20 ans, qu'on donne moins en France que dans les pays qui nous entourent, mais qu'on donne moins pour ceux qui ont le plus besoin. Ceux qu'il faudrait favoriser, encourager, aider, ce sont ceux qui vont avoir le moins. Et là, on a cette donnée. Les 10% des élèves les plus aisés vont recevoir au cours de leur parcours scolaire 3 fois plus que les 50% des élèves les plus modestes. Donc on voit qu'on donne plus à ceux qui donnent déjà plus par la naissance, par la famille, par l'entourage, par le milieu, et qu'on donne moins à ceux qu'on aurait besoin de soutenir, de favoriser. Avec une conséquence pour les élèves, là c'est le fameux rapport PISA qui met ça en lumière, mais d'autres rapports l'avaient déjà dit. En France, on voit que là, on est au top du top, à nouveau, on est tout au bout du bout, devant la Norvège, le Royaume-Uni, la Grèce, le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Espagne, les USA, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l'Allemagne et enfin la France. Pourquoi elle est là, la France? Parce que c'est dans notre pays qu'il y a le plus de variations des résultats, là en mathématiques, expliqués par le statut socio-économique. Ça veut dire quoi? Qu'on a une école qui est de l'inégalité des chances, une école qui est de la reproduction des inégalités, voire du creusement des inégalités. Du coup, on se retrouve dans un pays de l'injustice sociale transformé en injustice scolaire. Je ne vais à nouveau pas empiéter sur la fin, sur le but de l'école, mais ça produit une crise de vocation quand les enseignants se trouvent dans un système et qui voient ce système fonctionner à rebours de leurs convictions, c'est-à-dire à rebours d'une envie d'égalité, et qui voient que, non pas eux à titre individuel, mais que l'école en général, l'éducation nationale, participe au contraire à l'inégalité. Ben évidemment que c'est une cause spirituelle, on a là regardé les causes matérielles, le nombre d'élèves par classe, le salaire de l'enseignant, mais là c'est une cause spirituelle qui contribue à la crise des vocations. Parce que là, à partir de statistiques, de comparaisons internationales, on a mis l'accent sur les moyens, mais je l'ai dit, on reviendra pour mettre l'accent sur les fins, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quel citoyen on veut, en quoi on considère que l'école doit être un pilier, et un pilier solide de la République. J'ai décrit là la pente, donc un système éducation nationale injuste, qui investit moins sur les élèves qu'il y a 25 ans, qui investit moins
que les pays qui nous entourent et qui investit moins sur ceux qui auraient le plus besoin. Voilà le système. Et donc, je salue d'autant plus le travail des enseignants, parce que ça veut dire quoi? Le boulot des enseignants, votre boulot dans tout ça, c'est que cette pente de l'éducation nationale, cette pente d'un système injuste pour donner sa chance à un élève, pour venir lui offrir des outils, l'armer à la fois pour la société, pour la citoyenneté, pour la vie, eh ben, vous devez œuvrer à remonter cette pente-là. Et je sais que malgré la pente, vous y travaillez. Donc, grand merci à vous. On a aujourd'hui une éducation nationale, pilier de la République, qui tient encore un peu debout. Et ça, c'est pas par les moyens que ça tient. Au contraire, ça tient parce qu'on a des gens, on a des agents, on a des enseignants qui, à la base, sans leur ministre, mais aussi sans leur rectorat bien souvent, eh bien, qui continuent à y croire, qui continuent à vouloir et à s'en donner eux-mêmes les moyens, à prendre sur leur temps et à donner encore, à transmettre aux élèves l'envie d'avoir envie. Je vous remercie en tout cas, j'espère que toutes ces statistiques, ces tableaux et tout ça, ben ça fait sérieux déjà, mais ça vous a filé des cartouches pour aller dire que en France, aujourd'hui, on sous-investit sur l'éducation nationale. Je le répète, on donne moins qu'il y a 25 ans, on donne moins que les pays qui nous entourent et aussi on donne moins à ceux qui auraient plus besoin. Voilà, merci à vous et puis à la prochaine vidéo Pédago.